Vous voyez, ce n'est pas un vêtement, c'est le tatouage dans l'intégralité du corps. L'univers de kanji, parce que kanji c'est une pictographie donc, qui a joué beaucoup sur le tatouage. Le tatouage japonais est la famille royale d'Angleterre. L'autre face de la lune, rédigée par Claude Lévi-Strauss. Vous connaissez Claude Lévi-Strauss? C'est un anthropologue très très connu dans le monde entier qui est le fondateur du structuralisme. Donc d'abord je vais vous parler des termes désignant le tatouage. En chinois, comme je vous ai dit, le terme le plus connu est bunshin. Bun signifie le motif, entre autres. Je vais vous expliquer tout à l'heure la multitude de sens. Et shin, le corps. Donc le corps avec le motif, donc c'est très simple, tatouage. Et en japonais, le plus répandu aujourd'hui est irezumi. Ire veut dire mettre dedans. Et zumi, c'est une liaison, normalement c'est sumi, l'encre japonaise. Et plus tard, irezumi fut utilisé pour désigner une sanction corporelle, pour un délit. Donc ce terme fut remplacé par horimono. Hori désigne gravé, sculpté, mono, chose ou objet. Alors je reviens au terme chinois de bunshin. Comme tous les caractères chinois, le caractère bun prend une multitude de sens. À l'origine, il y a environ 3500 ans, l'apparence de l'écriture bun représente le corps humain de face. Et dans le monde entier, en fait, la naissance, la majorité et la mort, ces trois étapes de la vie, évoquaient des périodes particulières, et selon les Chinois, où l'âme quittait momentanément notre corps jusqu'à une nouvelle étape d'incarnation, et ils étaient célébrés par des cérémonies ou des rites initiatiques. Par exemple, aujourd'hui, voilà, arriver à notre majorité, ça veut dire plus grand-chose, sauf juridiquement, très important, mais à l'époque, on quitte la protection parentale. Donc, par exemple, c'était comme ça, la cérémonie pour fêter, pour marquer la majorité, c'est la République de Vanuatu. C'est le rite initiatique pour devenir adulte. Et le tatouage océanien était une cérémonie de sacralisation du corps pour protéger la vie contre les esprits maléfiques à ces moments vulnérables. Donc d'abord, c'est la majorité. Et ensuite, on revient en Chine. Ce caractère qui signifie naître est composé de trois parties. D'abord ça, qui veut dire motif corps humain, et c'est le front. Et c'est la vie ou la naissance. Donc en fait, à la naissance, on dessinait un motif sur le front pour sacraliser, pour protéger le corps. Ça, c'est juste cette partie, indépendamment, signifie, je vous ai dit, le corps ou le motif, mais en fait, dans l'Antiquité, ce caractère s'écrivait comme ça. Ainsi, on dessinait sur la poitrine soit une croix pour repousser la malédiction ou l'image de cœur exprimant la renaissance. Et ces caractères désignaient des corps morts sacralisés. On dessinait comme ça. Ça fait partie de la cérémonie des funérailles. Et par ces écritures, on peut supposer qu'en Chine, dans l'Antiquité, il existait une coutume de tatouage pour sanctuariser le corps. Par exemple, le tatouage traditionnel de la tribu Li de l'arrondissement Hainan en Chine, c'est très reculé. Ils font encore ce tatouage aujourd'hui. Alors, je reviens au Japon. Durant la période de Jomon, qui débute il y a 13 000 ans, jusqu'à il y a 2300 ans, sur le visage, les têtes et les corps de statuettes de terre cuite, on voit des motifs qui ressemblent à un tatouage. Et ce visage, avec la bouche grandement ouverte, semble représenter un chaman en état transcendantal et avec le tatouage. Et on sort du Japon, aux frontières entre la Sibérie et la Mongolie. Un corps juré, il y a 7000 ans, fut découvert en 1999
Et cette dépouille est appelée jeune fille sibérienne. Et vous voyez sur le bras un tatouage. Je vous agrandis. Et c'est très complexe, 7000 ans. En 51 avant Jésus-Christ, le Laïki, un écrit chinois, relate que des tribus périphériques de Chine, ils disent non civilisées, selon eux, avaient coutume de pratiquer des tatouages et de manger des aliments crus. Et en 325, au Japon, dans le livre canonique de l'Antiquité japonaise, il est écrit que la tribu Ezo, habitant du nord du Japon, avait une coutume barbare, selon eux, de tatouage. Et au milieu du 7e siècle, le Japon commença à installer un pouvoir politique centralisé, et bien évidemment qui ne reconnaissait pas la souveraineté des tribus. Donc, vous voyez, c'est Hokkaido dans le nord du Japon, et dans le sud, Amami et Okinawa, soit dans le nord, soit dans le sud, mais le pouvoir centralisé n'arrivait pas à faire obéir les tribus du nord ou du sud. Ils ont gardé le tatouage, par exemple, ça c'est Amami, et dans le nord, c'était le tatouage autour des lèvres. Mais petit à petit, plus le pouvoir centralisé gagnait le territoire, c'est disparu petit à petit. Et en plus, en Chine, environ 2000 ans avant Jésus-Christ, le tatouage fut introduit comme une sanction corporelle. Un crime était considéré comme une profanation à l'encontre des divinités. Donc le tatouage était pratiqué pour purifier la personne criminelle. Donc en fait, cette lettre qui vous dit la douleur, et c'est sous forme d'aiguille pour le tatouage. Donc on voit vraiment petit à petit la déformation, la discrimination contre le tatouage. Mais par contre, quand la paix est revenue, parce que c'était unification du pays, donc c'est très très mouvementé, plein de guerres civiles. Mais quand le Japon, par exemple, a été unifié au début du XVIIe siècle, le tatouage est devenu quelque chose de charmant. Alors c'est une courtisane très très belle. Elle est en train de se faire tatouer. Elle tient comme ça un tissu pour supporter la douleur, parce que ça pique. Et elle est en train de se faire tatouer le nom de son amoureux. Et en même temps, ça continue. La sanction corporelle, c'est un criminel pour montrer qu'il a des casiers judiciaires. Alors ça, c'est encore méchant, ce caractère qui veut dire le mal. Il faut le faire. Hein. On passe quand même, la culture avance. Et vous connaissez bien que les estampes japonaises sont très très belles. Le tatouage japonais est devenu un art populaire, regardez. C'est vraiment sur la peau, une estampe. Et en plus, à cette époque, il y avait un romancier très cultivé qui maîtrisait parfaitement la langue chinoise. Et il a traduit un roman très connu qui s'appelle Au bord de l'eau. Donc ce livre a été illustré par un très grand peintre que vous devez connaître, Hokusai. Vous connaissez Hokusai? Oui. Quand un autre peintre d'estampes japonaises, qui est aussi très talentueux, il a été inspiré par cette illustration. Donc, il a commencé à faire des estampes indépendantes, par illustration dans un livre. Donc, il a peint 108 héros. En fait, c'est une histoire où la Chine était vraiment dans un chaos total et le peuple est opprimé par l'autorité politique. Et il y a 108 héros marginaux, persécutés, qui se réunissent pour vraiment protéger le peuple chinois. Donc c'était un peu l'époque de Edo Shogunat qui était aussi, le shogun a établi un système de la classe sociale immuable. Même si on fait des efforts, même si on bosse comme des malades, on ne peut pas passer à une autre classe. Le peuple était vraiment très mécontent, souffrait. Et donc ça, voilà, inspiré, ça fait un écho. Donc ce peintre, aussi talentueux que Hokusai, il s'appelle Kuniyoshi, a finalement fait des peintures de ces 108 héros, qui sont tous tatoués. Regardez, ce n'est pas un vêtement, mais tatoués.
On voit bien le dragon, le feu, des combats. Ça suscitait les personnes ordinaires de l'époque du Japon de se faire tatouer. Donc le caractère de tatouage, qui était pour indiquer le casier judiciaire, est devenu un symbole de courage, de la protestation, de la contestation et même l'énergie. Parce que voilà, une autre estampe, la classe la plus bas d'échelle était exploitée comme ça, et même les marchands, ils travaillaient beaucoup. Ils n'avaient même pas le moyen d'avoir un local. Ils travaillaient dans la rue. Et quand quelqu'un travaillait beaucoup avec beaucoup d'intelligence, finalement gagne un local comme ça, hop, le gouvernement intervenait, mettre beaucoup de contraintes. Du coup, leur situation, même s'ils montent un peu, ça descendait. Kuniyoshi, c'est ce peintre, quelque part, à travers son art, il exprimait cette souffrance, cette colère, cette contestation contre l'injustice sociale. En plus, il était très doué. C'est sous forme de roman, donc on ne pouvait pas trop sanctionner. Pour toute chose, il y a un changement. En 1868, les superpuissances comme l'Angleterre, la Russie, les États-Unis, la France et les Pays-Bas, pays impérialistes, il faut dire, de l'époque, forçaient l'ouverture du Japon, et le Japon fut alors obligé de ratifier des traités inéquitables de commerce international afin de faire face à la menace de colonisation. C'est un Anglais qui est en train d'injecter l'opium dans la bouche des Chinois. En fait, ils ont cultivé l'opium en Inde et ensuite ils ont exporté en Chine pour pousser 2 millions de Chinois dans l'addiction de l'opium et de coloniser. Et donc, les Japonais, qui savaient très très bien ce qui s'est passé chez les voisins, ils avaient tellement peur d'être considérés comme non civilisés, comme la Chine de l'époque. Ils ont eu honte de cette coutume de tatouage. En 1869, le gouvernement japonais arrêta de considérer le tatouage comme sanction corporelle, donc il voulait effacer, pour un bon sens, un mauvais sens. Et en 1972, la préfecture de Tokyo interdit aux habitants de se faire tatouer. 80, le droit pénal du japonais interdit le tatouage dans l'ensemble du Japon. 1908, la loi relative aux contraventions réprima le tatouage. Donc on n'a pas besoin de faire un procès. Il suffit qu'un policier trouve un tatouage et de prendre une amende ou de mettre en prison. Ça continuait jusqu'à 1948. Donc pendant 80 ans, au Japon, le tatouage était hors la loi. C'est pour ça que même encore aujourd'hui, quelqu'un tatoué assez souvent refusé pour la piscine. Il vaut mieux savoir quand vous voyagez au Japon. Mais c'est en train de changer, grâce aux étrangers qui viennent au Japon. Assez souvent, ils sont tatoués, c'est la mode ici. Pour refaire le commerce, les commerçants ne peuvent plus refuser. Donc, c'est encore une fois, grâce à vous, ça change. Ce qui était vraiment dévastateur de cette persécution contre le tatouage, en fait, les policiers ont détruit les originaux de magnifiques estampes japonaises. Donc, il y a plus quasi total qui sont disparus. En fait, le tatouage qui se fait sur le corps est intégralité. Et que les gens étaient à l'époque très fiers, parce que pour vous, c'était le symbole de courage, de l'audace, de persévérance. Parce que pour se faire tatouer dans l'ensemble du corps, il faut supporter la douleur. Donc pour eux, c'était une fierté, joie. Mais pour montrer ça, il faut être nu. Si on est habillé, on ne peut pas voir. Donc, très naturellement, c'est propagé dans le bas d'échelle de classe sociale. Ça veut dire les ouvriers, les charpentiers, les postiers, les tireurs de chariots, etc. Et qui adoraient se déshabiller en travaillant pour montrer leur tatouage. Et donc, le gouvernement part à le fait que les Japonais, se déshabillent tout. On descend juste un petit slip, mais un petit slip de ceinture, juste cacher le sexe. Pour eux, c'était une honte. Ils avaient tellement peur d'être colonisés, du coup,
c'est devenu la cible de persécution. Il y a d'autres choses aussi, hein, mais ce qui était vraiment dommage, c'est la destruction quasi totale des copies originales des estampes japonaises de Kuniyoshi. Alors, parallèlement, je parle de capitaine James Cook, découvreur de la Polynésie, réputé du tatouage, décrit dans son journal. Les tatouages élaborés couvrant parfois, c'est beau, l'intégralité du corps de motifs abstraits des habitants des îles de Marquise. Et c'est sous sa plume qu'apparaît le mot tahitien, tatau ou tatave. Et ces tatouages d'Océanie étaient d'une grande beauté. Claude Lévi-Strauss écrit « La décoration faciale des Maoris de Nouvelle-Zélande avait atteint un degré de raffinement sans doute inégalé. » Ça, regardez bien, et ça, c'est le théâtre kabuki. Il y a une certaine ressemblance entre le tatouage océanien et le maquillage de théâtre kabuki, et entre la culture océanienne, je trouve ça très très beau, et le théâtre kabuki.